Nous sommes le 20 janvier 2020. Entrez, c'est l'audience du juge des enfants. Avant d'assister à l'audience comme si vous y étiez, grâce à mon téléphone portable, j'explique le contexte et j'analyse l'ordonnance du juge des enfants que j'ai reçue 2 jours après son audience. Pour le contexte, mes 2 garçons de 1 et de 3 ans sont placés à l'aide sociale à l'enfance en juin 2011 en raison des fragilités psychiatriques de la mère et une enquête en cours à mon égard. En septembre 2011, tous les enquêtes et expertises me mettent hors de cause et je suis blanchi de tout soupçon. En 2012, un juge des enfants ordonne le retour de mes enfants à mon domicile, mais les services de l'ASE créent des ragots, des rumeurs et des calomnies contre moi qui ont servi à retenir mes enfants en placement et à couper tous mes liens avec eux jusqu'à ce jour. En 2019, j'ai à nouveau été blanchi par un non-lieu, confirmé par la cour d'appel. À la suite de ces non-lieux, j'ai demandé à plusieurs reprises une audience exceptionnelle au juge des enfants de Versailles qui ne m'a jamais été accordée. Le 20 janvier 2020, à l'occasion de l'audience biannuelle habituelle du juge des enfants, j'ai été déshabillé par Madame la juge elle-même dans le bureau de sa greffière, de ma veste et de mon cartable. J'avais quand même mon pantalon sur moi avec le téléphone portable en cours d'enregistrement. Ces enregistrements que vous allez entendre à la fin de cette vidéo servent à faire de la lumière dans mon affaire, mais aussi à témoigner en faveur d'autres victimes. Je vais répondre à l'ordonnance du 20 janvier 2020 du juge des enfants point par point. Mes enfants sont placés à l'origine en raison des plaintes pour viol de mon ex-femme contre moi et pour aucune autre raison en ce qui me concerne. Le classement sans suite en 2011 aurait dû permettre le retour immédiat de mes enfants dans leur foyer. Mais les services de l'ASE ont créé d'autres calomnies et signalements à caractère sexuel contre moi. J'ai contesté, j'ai porté plainte contre l'ASE et j'ai fait des témoignages militants. L'expertise à laquelle Madame la juge fait allusion a été réalisée en 2014 dans ce contexte de conflit avec l'ASE. Cette expertise est évoquée par ce juge des enfants de manière incomplète et orientée contre moi. Elle oublie par exemple de citer que d'après l'expert en question, je n'ai aucun problème psychiatrique. Ce juge présente les traits de caractère qui me sont attribués comme s'il s'agissait des pathologies. Certains propos de l'expert en question sont déformés. Par exemple, conviction éventuelle devient conviction tout court. L'expert psychiatre m'a attribué ces traits de caractère en lisant les rapports de l'ASE et en raison de mes discours contestataires et militants et ma plainte contre ces services en 2014. Par ailleurs, je mène une vie professionnelle, sociale, culturelle et affective parfaitement épanouie en France depuis plus de 40 ans. Par contre, le rapport favorable de l'expert pédopsychiatre Dr Bensoussan, missionné par le juge des affaires familiales, que j'ai déposé au cabinet du juge des enfants à plusieurs reprises, a disparu du dossier ou est ignoré par ce juge. J'ai en effet publiquement contesté les dysfonctionnements des tribunaux du juge des enfants. Est-ce que cela justifie de priver mes enfants de leur père? Est-ce qu'il faut instrumentaliser mes enfants pour me punir d'avoir témoigné des irrégularités que j'ai constatées à l'ASE? Sauf preuve du contraire, aucun travail ni échange ne m'ont été proposés pour rencontrer mes enfants. La persécution n'est pas qu'un sentiment, mais une triste réalité en ce qui nous concerne. Je n'ai plus vu mes enfants depuis 2015. Est-ce que le fait que je m'implique pour réclamer mes enfants, contester les dysfonctionnements de l'ASE, nécessite l'obligation des soins psychiatriques? Ce juge des enfants m'accuse d'avoir fait intrusion à plusieurs reprises
dans les écoles de mes enfants. C'est totalement faux. J'ai organisé une seule visite inopinée à l'école de mon aîné pour la rentrée 2018, après l'avoir signalé au service de l'ordre. Chacun peut constater sur les photos combien qu'il y a, malgré 4 années de séparation absolue, l'effet de surprise, l'hostilité de son assistante familiale manifeste sa joie de me voir. Les maintiens de déplacement et suspension de nos liens familiaux sont en partie basés sur les prétendues insécurisations de mes enfants à la suite de ma rencontre avec Kia en 2018. Est-ce que Kia a l'air d'être insécurisé ou de craindre un enlèvement par son père sur ses photos, comme le prétendent les services de l'ASE et le juge des enfants? Chacun peut constater que mon garçon est heureux auprès de moi, malgré la pression de son assistante maternelle qui n'a cessé de nous harceler pendant notre petit moment de retrouvailles. Pourquoi les responsables de l'ASE acceptent-ils sans condition les rapports mensongers de l'UFSE de l'Aigle en tant que leur sous-traitant? Comment un juge des enfants peut-il continuer à donner du crédit aux affirmations clairement malveillantes des responsables des services? Si je n'avais pas organisé cette visite clandestine à mes risques et périls, comment pourrais-je contredire les services de l'ASE? Quand on est confronté à des mauvaises foi aussi flagrantes, on est en droit de douter du fondement des autres déclarations encore plus étranges des services de l'ASE. Apparemment, connaître la vérité ne fait pas partie des préoccupations de ce juge des enfants, car en 2018, juste quelques jours après ma visite inopinée, j'ai déposé un rapport détaillé en plus de toutes ces photos au cabinet du juge des enfants de Versailles. Je n'ai pu voir que Kia, alors que les services de l'ASE et le juge des enfants attribuent les mêmes peurs et la colère imaginaire à Ila que je n'ai pas réussi à rencontrer. Les services de l'ASE disent clairement que mes enfants sont à présent enfermés de peur de rencontrer leur père ou d'être raflés par ce dernier. On prétend que mes enfants sont en colère contre moi à cause de mes témoignages sur les réseaux sociaux. Mes enfants n'ont sûrement pas accès à mes communications sur Internet pour se plaindre d'être exposés, comme le prétendent les services de l'ASE. De toute façon, je n'ai pas d'autre moyen que de présenter des preuves pour sauver mes enfants. L'UFSE déclare que la suppression des rencontres maternelles a été bénéfique pour Ila. Ils avaient déjà écrit exactement la même phrase lorsqu'on avait supprimé mes visites à Kia. En même temps, ils signalent à chaque fois que les enfants sont perturbés et nécessitent un suivi psychologique. Quand on réclame ses enfants, même avec des contestations, la réponse adéquate ne peut pas être « va te faire soigner ». Ce juge me dit que si je veux voir mes enfants, au préalable, je dois m'entendre par tous les moyens avec les représentants de l'ASE et de l'UFSE à la fois. Elle me demande de consulter un psychiatre et un psychologue régulièrement, visant à prouver que mes contestations contre l'ASE sont dues à mes hypothétiques problèmes psychiatriques. On est tenté d'assimiler ces astuces à celles qui ont été déjà servies ailleurs pour se débarrasser des opposants de tout genre. C'est à moi de parler. Voilà. Mes enfants ont été placés à cause de 2 plaintes qui ont été faites contre moi en 2011. Cela leur a créé une réalité de vie qui est quand même, le moins qu'on puisse dire, triste. Parce que la fratrie est séparée, ils vivent séparément, ils se voient très rarement. Je reçois des rapports comme quoi ils sont souvent malades, ils sont perturbés psychologiquement. Donc c'est une réalité de la vie qui est particulièrement triste.
étant donné qu'il y a eu des non-lieux, il y a eu des non-lieux confirmés par la Cour d'appel récemment, et que je suis blanchi de tout soupçon, mais moi je suis venu pour proposer à ce que la réalité de leur vie change, qu'ils viennent chez eux. J'ai une maison qui est en très bon état, qui est assez grande, qui est dans la nature, donc qu'ils viennent vivre leur vie normalement, et que moi je leur donnerai la meilleure de ce que, comme tous les parents, que je peux leur donner. Voilà, donc je ne vais pas polémiquer ici parce qu'effectivement j'ai beaucoup écrit, j'ai pas mal polémiqué, et chacun des parents à ma place ferait, je pense, autant. Parce que 9 années d'être séparé de ses enfants pendant 9 ans, de ne pas les voir, en même temps d'être accusé comme je l'ai été, c'est particulièrement violent. Donc je pense que chacun peut comprendre si je me suis emporté parfois en écrivant. Cela dit, j'ai tenté toujours de rester quand même. J'ai toujours essayé de rester sur les faits et pas essayer de manquer de respect tant que je pouvais. Voilà. Là, vous avez évoqué qu'il n'y a pas eu de possibilité de travailler avec moi. Sans polémiquer, j'ai tout tenté. Je n'ai jamais eu de convocation. Je n'ai jamais eu d'appel à venir à discuter. Donc là, il y a effectivement, je l'ai signalé déjà en 2015, le fait que j'ai parlé, en fait, j'ai dénoncé, j'ai témoigné, était une cause à ce que il y a eu un peu de braquage contre moi. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'hier soir. Je ne suis pas seul. Des parents qui essayent de témoigner sont victimes de vengeance. C'est l'émission d'hier soir de Zone Interdite montrait très bien ça, donc je ne suis pas seul dans cette situation. Voilà, en conclusion, je voudrais que la réalité de la vie de mes enfants, qui est particulièrement triste, change. La justice en France fonctionne, on peut pas le dire différemment. Sauf à l'aide sociale à l'enfance, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé et je vais pas sous prétexte d'être, poli, de ne pas dire ce que je pense. Pourquoi ? Parce que moi, en pénal, on m'avait quand même reproché d'avoir violé mon ex-femme, mes gosses, et pour qu'un juge d'instruction, quand un juge d'instruction m'a convoqué, il a fait tout ce qu'il fallait pour sortir la réalité. Ça veut dire, j'ai été vu par trois psychiatres, il y a eu des nombreuses enquêtes, il y a eu des interrogations, j'ai passé parfois 6 heures à être interrogé en continu, sans manger, sans boire, ni le juge d'instruction, ni moi. Donc, et là, je cherchais à comprendre. Mais quand, par exemple, le service gardien dit « Monsieur, il n'est pas bon pour ses enfants », il n'y a rien qui est fait. Moi, quand un juge pour enfants, votre prédécesseur, a coupé mes liens avec mes enfants, il m'a donné ce qu'il appelait une visite d'essai. Alors que pendant 1 an, j'avais mes enfants sans aucun problème. Il m'a dit, je vous donne une visite d'essai. Je l'ai dit pendant l'audience, je lui ai dit, mais monsieur, ça risque de ne pas fonctionner, il y a un braquage contre moi. Eh bien, il ne m'a pas écouté. Donc, on a fait des faux rapports. C'est pour ça que je dis, c'est pas un reproche pour les juges. Je dis pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Quand, par exemple, les services gardiens disent que M. Idari
admettons, nous insulte ou nous malmène, vous n'avez pas moyen de les vérifier. Donc voilà, c'est ça la faille des services de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Alors, je reviens un peu sur ce que vous dites, monsieur, parce que vous parlez du fait qu'il y a eu des non-lieux là. D'accord, de toute façon, il y avait déjà eu des classements sans suite pour les mêmes infractions depuis 2011, d'accord. Les procédures qui s'en sont suivies devant le juge d'instruction, c'est parce que madame s'est constituée partie civile. Donc, fait partie. C'est les possibilités de saisir un juge d'instruction quand il y a eu un classement sans suite par le procureur de la République. Ça n'a pas empêché, il y avait déjà des classements sans suite, ça n'a pas empêché que les classements ils soient renouvelés. Donc les appellations qui sont faites contre vous, c'est pas en lien direct avec le renouvellement du classement de vos enfants chaque année ou tous les 2 ans là. Alors là, je viens d'apprendre quelque chose. On en a parlé il y a 2 ans, c'est que je viens de l'apprendre. Vous avez même écrit dans le jugement qu'il fallait mettre en place des soins, parce que ce qui inquiète les professionnels vis-à-vis de vos enfants, et il y a eu des visites médiatisées, c'est pas comme si on parlait de rien et de pas du tout de constat entre vous et les enfants, c'est que vous avez des attitudes qui sont inadaptées, vous avez des paroles inadaptées, il y a quelque chose qui se dégage de vous qui ressemble à une pathologie psychiatrique. Et d'ailleurs, vous aviez été expertisé par un expert dans la procédure d'assistance éducative et indiqué qu'il y avait effectivement des troubles, monsieur. Et ça, c'est incompatible avec des rencontres avec les garçons. Et tant que vous ne vous ferez pas soigner, effectivement, je reste inquiète. Alors, écoutez, moi... Est-ce que vous avez mis en place des soins, monsieur? Écoutez, moi... il y a eu 3 expertises psychiatriques. Il y en a 2 qui disent que je suis un surdoué. J'ai fait toute mon scolarité chez les enfants surdoués et les adultes surdoués. Donc, il y en a 2 qui disent ça. Et la 3e disent que monsieur a des termes. Moi, j'ai essayé de savoir ce que c'est. C'est que j'ai des... en fait, j'ai des attitudes, capacités artistiques, voilà, imaginatives artistiques. Mais ça n'empêche que je m'occupe des enfants des autres depuis 24 ans, je les accueille, je leur enseigne, que je vis, donc je suis employé du ministère de la Culture, on me confie un établissement public, un musée national, que je garde seul. Depuis 24 ans. Voilà. Non, mais on ne dévie pas. Vous dites que je suis un malade mental, mais on ne peut pas. Vous dites comme ça, moi j'ai pas utilisé ce terme. J'ai dit qu'il y avait vraisemblablement une pathologie. Qui fait que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, qu'on vous arrache vos enfants. Vous dites des choses qui sont complètement inadaptées, monsieur, par rapport à la prise en charge des enfants, par exemple, par les professionnels. Alors écoutez, pourquoi je dis ça? Regardez l'émission de Zone Interdite d'hier. Voilà, alors vous me parlez à moi, moi je fais comme eux, je fais des témoignages. Ce que je vis, ceux que vous appelez les professionnels sont des gens qui gagnent leur vie. Regardez, moi, ce qu'on m'avait indiqué, monsieur, en 2014 vous concernant, oui. Donc hypersthésie interrelationnelle avec sensibilité exacerbée à tout ce qui concerne, une orientation du raisonnement avec ratiocination et rigidité, conviction d'être l'objet de la malveillance d'autrui et insistance pour qu'autrui se conforme à sa manière de voir ou de faire. Alors, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez fait une recherche sur la signification de ces rationalisations? Visiblement, vous en avez fait, monsieur. Oui, moi je l'ai fait. Je veux dire, ça veut dire que j'ai un sens artistique, poétique, quelqu'un qui raconte, voilà. Donc ce n'est pas un secret, je suis artiste professionnel. Vous fait un peu ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que vous dites. Oui. Ça signifie ça. Ce terme-là, monsieur. Ce qui est dit, c'est qu'en gros, vous avez une certaine paranoïa. Voilà, vous avez l'impression d'être l'objet de la malveillance d'autrui et que vous insistez pour qu'autrui se conforme à votre manière de voir ou de faire. Ça me paraît assez incompatible avec la prise en charge d'enfants. Alors écoutez, j'en ai déjà élevé un enfant qui a 33 ans. Oui, mais là, on parle... Voilà. Et alors ces deux-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas médecin, moi non plus. Il y a eu trois expertises. Les expertises qui sont
Voilà. On est dans le cadre pénal, c'est un peu différent de ce qui est fait dans le cadre de l'assistance éducative, monsieur. Parce qu'on interroge l'expert sur votre personnalité au regard d'enfants en bas âge, comment pouvoir concilier votre personnalité avec la prise en charge d'enfants. Voilà ce qui est dit. Alors, ça, c'est qu'un extrait. Alors à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que prendre un expert qui ne jugera pas sur les rapports de l'ASE, parce que lui, il a jugé sur le rapport de l'ASE. Je me rappelle de cette... Vous, et il prend en compte aussi les non, éléments alors je vais vous dire, moi j'ai été... un petit entretien, on ne peut pas se rendre compte de tout. Alors je vais vous dire, moi j'ai été à cet entretien. Cette psychiatre qui a, soi-disant, qui m'a examiné, il a passé 3/4 de son temps à se bagarrer avec sa copine au téléphone. Et moi, j'étais assis là, je ne savais pas ce que je faisais là. Donc, à la fin, il a fait un rapport selon ce qu'il a vu dans le rapport, mais regardez aussi le rapport qui a été fait par le psychiatre dans le cadre de demande qui a été fait par JAF, juge des affaires familiales. C'est complètement à l'opposé. Et là, vous avez ces rapports, eh bien, bien sûr, docteur Bensoussan, vous l'avez son rapport. Eh bien, je peux vous l'amener. Et il dit que, il est écrit, j'ai le mot par mot tout le rapport dans la tête. C'est que malgré tout le temps de visite que j'ai passé, qui était très long, nous n'avons décelé aucun problème psychiatrique évolutif, ni dans l'état chez M. Idari. Il a un niveau intellectuel supérieur aux moyens, et qu'il est en capacité de s'occuper de ses enfants avec tous les... lui-même, avec le rapport qu'il nous a envoyé. À l'époque, c'était 600 pages. Actuellement, c'est 6000 pages. Qu'il nous a envoyé montre qu'il a une capacité à s'occuper de ses enfants. Eh bien, ce rapport-là, à moins que ça ait été enlevé par l'avocat adverse, il est dans le dossier des enfants. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Pourquoi ce serait enlevé par quelqu'un? Personne ne fait ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Ça, vous voyez, par exemple, ça illustre ce que vous dites. Eh bien, non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est l'objet de la malveillance d'autrui. Non, alors je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi elle serait enlevée. C'est que j'ai, moi, vu des pièces dans le dossier qui n'existaient plus quand le juge d'instruction m'a filé tout le dossier, que j'ai résumé en 300 pages. Si je ne vous ai pas donné, je vous l'amènerai. Vous n'avez pas accès au dossier d'instruction. Mais il m'a donné l'ensemble du dossier. C'est par le biais de votre avocat, mais pas... Non, je n'ai jamais eu d'avocat. Donc il m'a donné tout le dossier de mes enfants sur un CD que j'ai résumé en 300 pages. Et je vous déposerai ça demain, si vous voulez bien. Et j'ai donc résumé tout le dossier et vous allez voir ce qui se passe dans le... Parce que 6000 pages, vous n'avez pas le temps de lire. Mais moi, j'ai passé 6 ans de ma vie, pas 6 ans, 8 ans, bientôt 9 ans, à faire que ça. Bon, alors on va essayer d'avancer un petit peu, monsieur. Moi, ce qui est dommage, c'est que là, visiblement, il y a eu un entretien récemment avec monsieur quand même. On a monsieur au téléphone très souvent. Non, madame, 2 fois. Voyez là, on est en train de faire 2 fois. Très souvent, c'est faux. Alors voilà, vous me dites après que je parle fort. C'est l'audience, hein. Chacun s'exprime. D'accord. Voilà. Alors je vais prendre, effectivement peut-être plus exact, monsieur contacte le service d'aide sociale à l'enfant très souvent. Donc il n'a pas forcément Madame Thierry, sa chef de service. Il a les gens qui sollicitent et les gens qui sont présents. L'entretien qu'on a fait avec ma collègue Madame Marceau, c'est que nous, on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'échanger avec monsieur. Nous, en fait, on a repris l'ordonnance des enfants et on a constaté, comme cité sur votre ancienne ordonnance, qu'on ne pouvait pas travailler le cadre de l'ordonnance posée, c'est-à-dire que monsieur n'arrive pas à accéder au fait qu'il y ait une ordonnance auquel l'ASE doit se conformer.
Et ça ne bouge pas. Et en reprenant l'ordonnance du 7 janvier 2018, et aujourd'hui, on en est au même point. On n'a pas pu aborder avec monsieur l'ordonnance du juge des enfants. Monsieur Edari ne cesse de nous répéter que de toute façon, il ne donne pas de légitimité à l'ordonnance du juge des enfants parce qu'il ne comprend pas la place du juge des enfants et il ne veut pas de visite médiatisée. Monsieur considère que s'il doit voir ses enfants, il les voit chez lui. C'est ça, les propositions de visite médiatisée, vous l'avez réabordé récemment. Mais bien sûr, monsieur nous dit qu'il ne veut pas de visite médiatisée. Monsieur nous dit qu'il veut voir ses enfants. Et d'ailleurs, je suis agréablement surprise parce que monsieur disait qu'il ne viendrait pas voir le juge des enfants aujourd'hui parce qu'il ne le connaît pas. Donc de toute façon, l'entretien qu'on a fait a été stérile. Et ensuite, il y a eu des entretiens au téléphone que je fais donc, avec la psychologue du service au regard des propos de monsieur qui sont difficiles à cerner, à comprendre. En tous les cas, on ne peut pas être dans l'échange. Et les derniers entretiens téléphoniques qu'on a fait avec monsieur nous a textuellement demandé s'il fallait qu'il devienne, enfin il était un peu menaçant, demandé s'il devait devenir violent, s'il devait y avoir un drame pour qu'il ait accès à ses enfants. Et donc du coup, nous, on ne peut pas échanger. C'est-à-dire que monsieur, il est dans sa théorie sur la situation, sa vision des choses. Et nous, on n'arrive pas à lui faire entendre qu'on a une ordonnance des enfants, qu'on doit mettre en œuvre et qu'on ne peut pas en déroger. À partir de ce moment-là, alors en plus, monsieur nous enregistre sans nous en informer, ensuite ça va sur des chaînes internet, YouTube, etc., où en plus on est cité avec nos noms de famille, etc. Et monsieur reste extrêmement centré sur ce sentiment d'injustice qu'il a. Mais moi, je ne vois pas la place des enfants dans le discours de monsieur, je ne vois que sa souffrance, parce que moi, je pense qu'effectivement, monsieur Edari est un homme malade et qui va très mal et qui souffre, sûrement. Sauf que nous ne pouvons pas travailler puisqu'il ne reconnaît pas le juge des enfants. Et puis alors, il est dans une attaque de l'ASE. Monsieur a une vision de l'ASE qui est extrêmement négative. Et donc là, à partir de ce moment-là, nous, quand on nous demande s'il faut qu'il emploie la violence, qu'il va y avoir un drame, etc., vous comprenez bien que en entretien, ça devient extrêmement complexe. On ne peut pas travailler. Et alors, vous notiez dans votre rapport qu'il y avait une note de la psychologue de l'ASE qui aurait été faite en attention, mais je n'ai pas reçu cette note. J'ai reçu concernant madame, mais pas concernant monsieur, ça m'aurait appelé. On aurait dû partir. Est-ce que vous vous rappelez ce qui était dit? Parce que c'est aussi. Oui, alors la psychologue de l'éducation à l'enfance a fait une note en disant qu'elle estimait qu'on ne devait plus recevoir monsieur en entretien. Alors, monsieur ne s'énerve jamais, il reste plutôt très calme et très courtois. Hein. Alors, pour le coup, monsieur Edari n'est pas quelqu'un qui nous insulte, etc. C'est pas du tout ça. Mais la psychologue a évalué qu'au regard de ses propos plus ou moins menaçants, nous parlons de drame, de violence, qui a espacé quelque chose, elle a estimé que l'état psychique de monsieur Edari n'était pas compatible avec des entretiens au service de l'aide sociale à l'enfant. Donc c'est pour ça qu'on prend monsieur au téléphone et c'est pour ça que c'est souvent madame Péris, la chef de service, que d'ailleurs monsieur a enregistré, qui prend monsieur au téléphone. Et le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas d'échange. Monsieur parle de sa souffrance, de sa vision des choses, mais ça n'amène aucun entretien. Monsieur n'entend pas que nous sommes obligés de respecter votre ordonnance. Je vous remercie. Monsieur, vous souhaitez réagir? Alors, moi, je trouve que là, c'est une plaidoirie à charge. En fait, comme je serais un horrible personne qui veut mal à tout le monde. Donc, je réclame mes enfants. Pourquoi vous dites qu'il va y avoir de la violence? Mais j'ai jamais dit qu'il y a quelle violence, mais j'ai jamais été violent. Non. Et pourquoi vous faites laisser penser qu'il pourrait y avoir de la violence? Enfin, qu'est-ce qui fait penser qu'il y aura des violences? Ça fait... On dit, est-ce qu'il faut un drame ou est-ce qu'il faut user de violence? Ça veut dire qu'on menace, monsieur. Ça, c'est considéré juridiquement comme une menace. J'ai jamais menacé. Personne n'a dit que vous étiez violent. Oui. On dit que vous avez fait laisser planer une menace, comme ça. Je me rappelle pas, moi, d'avoir fait placer une menace. Je suis désolé, c'est des sentiments justement parce que pourquoi on ne me... Là, madame est en train de dire qu'on ne veut pas me recevoir parce qu'on a peur de moi, c'est ça? Parce que vos propos sont suffisamment ambigus, ambivalents et problématiques pour qu'on ne prenne pas de risques. Voilà. On écoute, d'ailleurs, les communications sont prises systématiquement à deux. Qu'on soit deux à entendre la même chose. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui vous entendent. Écoutez, moi j'ai jamais menacé personne. Et l'heure où je suis allé voir mes enfants, j'ai averti les services de l'ordre en disant que, et d'ailleurs, les dents de Chia, est-ce qu'ils ont été appareillés?
on va y venir, ça sera. Et l'enfant qui a des problèmes, soi-disant, psychologiques, est-ce qu'il a été soigné? Monsieur, pourquoi vous vous positionnez comme ça? On n'avance pas. Vous savez, tous les jours dans mon bureau, Oui. je décide de m'enlever le placement et des enfants qui retournent dans leur D'accord. famille. Tous les jours. D'accord. Parce que les parents, justement, vont collaborer, vont s'intéresser à leurs enfants et vont essayer de comprendre pourquoi, jusqu'à présent, le placement il a été renouvelé pour changer d'attitude et faire en sorte que ça puisse s'améliorer. Là, vous faites ça, monsieur. Vous faites juste la guerre avec le service. Ah non, non, pas du tout. Moi, je cherchais juste mes enfants. On vous a proposé, on vous a reparlé d'une visite médiatisée. Mais on ne m'a pas parlé. On m'a dit qu'on est en train de mettre en place il y a 3 mois. C'est madame qui m'a dit par téléphone. On va mettre en place une visite médiatisée dans une structure à Paris. Eh bien, j'attends toujours. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas eu lieu? Déjà, c'est moi qui le décide. Oh, pardon, je... Oui. Et on est là pour en discuter. Oui, d'accord. Et de deux, visiblement, vous avez dit que vous ne vouliez pas de visite médiatisée, que c'était chez vous, quoi, c'est tout. Non mais attendez, non mais c'est... Alors là, comment vous voulez que je réagisse à ça? Que on a mis en place des visites que j'ai pas été voir? Non, c'est pas ça, monsieur. Vous écoutez, ce qui a été dit, c'est que le service vous a parlé de la mise en place de visites médiatisées pour envisager, pour qu'on puisse en discuter à l'audience, et vous avez dit que vous refusez des visites médiatisées. Pas du tout. J'ai jamais dit ça, moi. Je n'ai jamais refusé de voir mes enfants. Médiatisés ou pas médiatisés, j'ai jamais refusé. Non? Mais vous voyez, c'est pour ça que nous, on a quand même, c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de coups en étant séparé de mes enfants, tout ça, mais le fait que j'ai témoigné à visage ouvert, ça délie les langues. Ça veut dire qu'il se passe, maintenant, on voit des émissions. Voilà. Non, enfin, je veux dire, là, écoutez, comment vous voulez que je vous dise? Si je vous écoute, tout le monde ment. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est très grave, monsieur. Mais je sais que c'est grave et c'est basé là-dessus. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça, si je dis la justice en matière d'aide sociale à l'enfance est à revoir. Par rapport aux rencontres avec vos garçons, que je ne suis pas sûre d'accorder, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, écoutez, vous m'accordez, ben, j'irai avec la joie. C'est ce que je cherche, moi. À partir du moment où vous tapez sur quelqu'un et il crie, et vous dites, mais pourquoi tu cries? Alors, puisque tu cries, je te tape encore. Ben, moi, si je m'énerve, si j'écris parfois des choses qui sont signes de souffrance, c'est parce que je ne vois pas mes enfants. Si j'ai mes enfants, si je les vois, si je m'occupe d'eux naturellement, qu'est-ce que j'ai à faire à passer mon temps? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez dire, monsieur? Eh bien, moi, tout ce que je voudrais, c'est, voilà, de m'occuper, de changer la réalité de mes enfants, qui sont tristes. Alors, ça, c'est un peu abstrait, monsieur. Vous l'avez dit déjà. Alors, je voudrais m'occuper de mes enfants, voilà. Je voudrais avoir... C'est ça? Ben, s'ils viennent chez moi, ça sera l'ultime étape. Non, mais c'est votre demande aujourd'hui ou pas? C'est quoi? Ah ben, moi, je voudrais que mes enfants viennent chez moi, que je les élève, ben, je leur donnerai les meilleurs de moi et je ne manque pas des moyens. Voilà. Alors, et vous, madame, qu'est-ce que vous voulez? Je vais donner la parole au service de placement familial, alors de manière générale sur l'évolution des enfants, sur ce que vous avez comme contact avec les parents. Ils sont dans le service, qui a évolué favorablement, même si aujourd'hui il a 12 ans, et vous savez bien autant que moi, tout ce qui sont autour, c'est un enfant qui rentre dans l'adolescence, donc voilà, qui se repose la question de sa place dans sa famille naturelle, de sa place aussi dans la famille d'accueil, puisqu'il y a des petites crispations autour des petits-enfants de la famille, voilà, il y a aussi la facilité de rentrer en relation, ce qui s'exprime aussi dans le cadre de sa scolarité, où c'est toujours un peu compliqué. On va beaucoup chercher l'autre pour aussi voir un peu les positionnements, tant des enfants que finalement les adultes. On voit les réponses fiables, entre guillemets, pour lui, dans ses attentes de sécurité. Voilà, c'est un petit garçon là aujourd'hui qui fait plus d'activité propre puisqu'il a voulu arrêter la musique et puis la chorale. Il fait que
il fait d'une ESS parce que ça lui coûtait aussi. Après, c'est pareil, tout ce que je vous évoque là sur les activités, ça a été beaucoup travaillé avec la famille, et c'était aussi beaucoup des attentes de la famille. Je suis pas sûr que les enfants avaient le souhait de faire que de la musique, du piano. Enfin, il y a les pianos en plus qui ont été donnés d'un enfant à l'autre. Après, pourquoi pas, les activités peuvent être intéressantes. En plus, tout le monde adhère à ce projet-là. On voit bien qu'aujourd'hui, il s'essouffle là-dedans, il rentre aussi dans quelque chose d'autre au niveau du collège, il regarde des uns, des autres, il est dans d'autres perspectives. La sœur petite, ça allait s'arrêter en 2017, puisque finalement, le thérapeute qui l'accompagnait nous a dit que voilà, il évolue aussi positivement, avec un Kia aussi qui allait de bon cœur à un moment donné, et puis voilà, en grandissant, il est moins dans cette... Excusez-moi, vous partez trop, j'arrive pas à comprendre. J'aimerais bien savoir ce qu'il dit concernant les enfants, parce qu'il parle de tout, j'ai pas compris. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Voilà, parce que, voilà. Juste, je voudrais savoir ce qu'il veut dire. Problème de santé majeur. C'est vrai que la question des gens revient régulièrement sur le tapis. On a été consulté, on a orienté la famille d'accueil, notamment Kia, pour qu'ils puissent se suivre. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessité qu'il y ait un orthodontiste intervienne, du fait simplement que ces dents-blés ne sont pas encore tombées. On voit bien aussi, alors les dents-blés, c'est rigolo, c'est peut-être parenthèse, mais on voit bien aussi que c'est des enfants au niveau de la maturité affective. Alors voilà, il y a un petit décalage. On voit bien qu'il y a, même là, dans ces groupes de pères, il y a un petit décalage affectif. Après, les enfants, comme qu'il y a, mais qu'il y a un enfant vif, dans les apprentissages, il n'y a pas forcément de soucis majeurs. Il y a des petits problèmes de concentration qui sont liés aussi à la transition entre le CM2 et la 6e, où c'est pas toujours très simple. Que vous dire d'autre, après les relations avec les parents, je vous ai un peu décrites. Ça m'intéresse qu'ils me disent les enfants, concernant les enfants. Excusez-moi, j'ai rien compris parce que monsieur, il parle comme un représentant de commerce. Moi, je voudrais qu'il me dise il a dans quel état il est et qui a dans quel état. Voilà. Non, mais je voudrais le savoir. Voilà, je voudrais le savoir. Mais merci de lui demander de les expliquer pour que je comprenne. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu mes gosses. Je voudrais savoir de quoi il s'agit. Voilà. J'ai pas compris, moi. Je peux en dire quand même, parce que qui est-ce qui questionne davantage sur la relation de ses parents et les postures de ses parents? Qui a aujourd'hui n'est plus dans l'idée de voir son père. Il a évoqué à un moment donné... Kia ne veut pas voir son père. Je voudrais qu'il parle clairement, s'il vous plaît. Je voudrais savoir de quoi il s'agit. Parlez clairement concernant les enfants. Non, mais je ne veux pas parler. Je voudrais juste comprendre ce qui se passe chez mes enfants. Ça fait 5 ans que je ne les ai pas vus. Voilà, je vous écoute. Donc, Kia n'a plus envie de voir son père. Et à un moment donné, quand la suspension des visites a pris effet, qui a été plus nuancé par rapport à Ida. On va comparer davantage tout à l'heure, mais qui a été dans le dire, bah oui, mais bon, il va vieillir, je vais vieillir, il va changer, j'ai envie aussi de voir comment il change. Voilà. Et puis il y avait cette idée aussi de se dire à un moment donné, bah oui, mais c'est pas normal ce qu'il fait, venir à l'école comme ça. C'est pas normal de mettre des photos. Alors, bien évidemment, en sécurité là-dessus, on le protège parce qu'on n'a pas été aussi dans l'idée de lui faire voir quel type de document a été porté à l'extérieur. Voilà, il grandit, il va être au collège, et à un moment donné, il va tomber sur les dessins de lui, sur quelle compréhension il y aura. Alors, une compréhension, je pense qu'on sera dans la capacité de pouvoir l'aider, nous, tous les services, par le biais soit de la thérapeutique ou de la réponse éducative. Mais à un moment donné, il va se construire quoi comme représentation de son parent? Il se dira, mais quel enfant je suis pour qu'un parent? D'une part, lui, ça c'est plutôt positif, parce qu'on peut l'entendre aussi comme ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il dégrade mon image finalement d'un enfant mort, séquestré, qui a des blessures, des cicatrices, voilà, qui a des dents qui ne sont pas soignées? Ça fait 3 ans qu'on parle des dents, on a des réponses médicales à apporter à monsieur Edaret qui ne veut pas les entendre. Alors on a dépassé ça maintenant aujourd'hui. On est quand même, on a sollicité monsieur pour, dans l'intérêt de son fils notamment, et de ses enfants, pour avoir des cartes d'identité, avoir aussi un retour sur la responsabilité légale. On vous a d'ailleurs sollicité pour faire une demande de délégation partielle de l'autorité parentale. Et voilà, on en est toujours sur des blocages qui concernent à chaque fois la vie des enfants, pas la vie des services, pas la vie des parents. C'est toujours les enfants qui sont impactés régulièrement de freins. Et il y a eu quelque chose qui a été très très gênant, je m'excuse, c'est quand, moi je les ai vus les enfants, quand donc il est né, a pu me dire qu'il n'osait pas sortir tout seul, se promener ou aller au collège, qu'il redoutait de se faire rappeler par son père.
Et il peut le dire, l'aîné, qu'il a peur de se faire enlever par son père. On se retrouve dans une situation où on est dans le devoir d'accompagner les enfants sur l'autonomie, leur apporter de la sécurité, d'aller chercher du pain avec une petite pièce pour déjà comprendre la monnaie, aller à l'extérieur, comme tous les enfants de son âge. Et au finalement, on Dans un village. Comment ? Dans un village, en plus. Dans un village. Dans un village. Dans un village. Et on lui dit, bah non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a... Monsieur Larry s'est également rendu pour l'école du village. Alors du coup, les adultes sont vigilants effectivement à ce que les jeunes soient confrontés à cela, mais du coup c'est toujours effectivement un peu les gens. On doit toujours bien en tête qu'il y a le risque qu'ils nous rendent sur le lieu de sa scolarisation. Qui ne l'a évidemment pas à demander de droit de visite, enfin voilà, à rencontrer son père, parce qu'il est déjà insécurisé et qu'il se rend compte que Larry n'est pas en mesure de respecter le cadre. Par rapport aux visites avec madame, effectivement, comme M. Trebal l'a bien expliqué, c'est des visites qui demandent énormément d'énergie en fait, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir éviter les crises un petit peu, et éviter que ça explose. En fait, il se réajuste sans cesse. On le voit vraiment autour des repas. Il n'arrive plus à manger, il remplit sa bouche, comme ça lui évite peut-être de parler. Enfin, on voit que son attitude n'est plus du tout la même. Voilà. Qui est de la scolarité, là, c'est un peu compliqué, dans le sens où voilà, il est préoccupé, il n'est pas toujours disponible pour les apprentissages. Il y a des soucis de concentration, il peut assez rapidement être perturbé par un élément extérieur, ou même parfois par ses propres pensées, finalement. Il a rencontré la psychologue scolaire, effectivement, la semaine dernière, pour qu'il puisse faire un bilan. Elle a préconisé justement une thérapie en mettre en place. Voilà, il est très demandeur d'ailleurs, il a demandé vraiment un espace où il pourrait parler. C'est-à-dire que là vous avez trouvé du coup... on a trouvé un thérapeute et on va lui présenter sa situation. Okay. Le 30 janvier. Pour un petit rappel historique, il avait un suivi thérapeutique antérieur. Voilà, par le CNPP de Lisieux, avec des évaluations psychomotes, orthophonistes et aussi par le pédopsychiatre qui est le chef de service de l'institution. Et donc il y avait aussi à ce moment un retour en arrière de 4 ans. Et à la fois les enfants étaient plus petits, donc différemment exposés à la France, et pour sa malade, plus apaisés. Et on voit bien que aussi les répercussions sont directes puisque les services du MPP avaient mis un terme au suivi, puisque finalement il allait plutôt bien. Ça s'était arrêté quand le CNDP ? Eh bien écoutez, 2015. Non, attendez, on peut dire ça fin vers 2017, début 2017. Et là, depuis qu'il n'y a plus de suivi entre-temps, et toute la dynamique familiale qui s'est réinvitée largement, voilà, ça a explosé. Et puis les enfants qui grandissent avec d'autres attentes, d'autres questionnements, ça c'est sûr. D'accord. Après, au niveau de la santé, il a été en bonne santé de manière générale. Effectivement, il y a eu un accident dernièrement, un accident à l'école, et là, il a été présenté au médecin des urgences. Il a très bien investi sa famille d'accueil, chez qui il a des complètement. Et de plus en plus heureux, dans une situation Quelles sont les propositions par rapport au classement et par rapport aux visites avec chacun des parents que vous en pensez ? Bon, à l'heure actuelle, avec M. Larry, très clairement, c'est pas possible. Les services n'arrivent même pas à collaborer, que ce soit le nom ou le d'ailleurs, on va le dire. C'est menaçant et insécurisant pour les enfants. Et au-delà de ça, les enfants sont pas dans une demande encore très claire. Pour lui là, c'est davantage explicite. Là, ça commence à se former comme ça. Alors évidemment, je mets ça avec aussi certaines guillemets, puisqu'on entendra aussi chez moi la manipulation d'enfants, si je trouve sur la parole des enfants. Ce qui est compliqué parce que la parole des enfants, comment on la porte finalement ses parents ? Comment on explique leurs attentes ? Comment on explique leurs propres désirs ? Il y a tellement de projections d'adultes sur ces enfants conformes finalement à la norme familiale d'une part et à la norme des institutions d'autre part. Ils vont arriver dans un processus de développement identitaire. Comment ils vont construire ça ? Par quelle image finalement ? Et ça, c'est quand même le devoir de toute personne, et notamment des parents. Après, sur visite, pour monsieur, renouvellement, puis il n'y a pas de visite, voilà, ça me paraît clair. Pour madame, on est un peu plus lancé, on a échangé aussi avec l'aide sociale à l'enfance. Alors évidemment, il y a eu des incidents où on n'arrive pas à faire par feu, voilà, et les enfants bénéficient aussi de la cause de façon positive. C'est-à-dire que là, on voit bien aujourd'hui un enfant qui n'arrivait pas aussi à rentrer en relation affective depuis le temps qu'il est dans sa famille d'accueil, ça émerge aussi, mais davantage dans la possibilité de se faire toucher en termes de câlin, de relation affective, ce qui ne se faisait jamais avant. Donc, et puis il est plus apaisé, il est plus souriant, il est
concentré, un peu moins agité finalement aussi à l'école. Donc on voit bien les bénéfices un peu de la pause, entre guillemets, la relation avec Madame Moshedi. À la fin, ça devenait tellement insupportable pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire, et à la fois aussi pour Madame Moshedi. On voit bien toutes ces fragilités-là et que finalement, nous-mêmes, nous sommes impuissants. On a aussi fait des visites avec la psychologue de service elle-même, soulignée comme la psychologue du service de la sociale enfance. Après, voilà, on est un peu partagé parce qu'on se dit l'intérêt des enfants, il est où? Enfin, la plus-value de visite thérapeutique, sans même en préalable que Madame Moshedi se fasse soigner, je ne suis pas sûr que ça a un sens. Et une fois de plus, les services thérapeutiques, vous savez bien qu'ils ne sont pas en Normandie, enfin, pour la plupart sont en région parisienne. Ça va demander encore une fois de plus. Alors, déjà qu'il est quand même en train de nous dire, oh là là, c'est déjà de l'énergie qui est difficile à mettre pour une visite par mois. Alors, imaginez bien que 3 heures de route pour aller sur Paris, avec l'impact que ça va avoir sur toutes les activités, sur le fait aussi que c'est des enfants qui bénéficient régulièrement, et ils ont cette chance-là de partir en vacances avec leur famille d'accueil. Alors si on imagine même des visites ou des temps thérapeutiques sur ces vacances, bah, il y a cet équilibre à trouver entre les enfants. Je vous remercie. Alors Jean-Nic, vos propositions. Alors nous là, on rencontre cette semaine un service de visite médiatisée pour présenter la situation pour des visites médiatisées avec Madame Moshedi, pour qu'elle soit plus adaptée à sa fragilité et aux besoins des enfants. Donc, nous, on est plutôt sur des visites médiatisées avec Madame Moshedi, mais à organiser par l'ASIO en collaboration avec le service de déplacement familial et Madame Moshedi. Donc on pense que pour Monsieur Dari, les visites médiatisées, elles doivent être mises en place si Monsieur accède aux raisons de déplacement et la nécessité que ces comptes soient médiatisés. Donc, soit Monsieur il comprend pourquoi, soit il comprend le placement, soit il reconnaît l'ordonnance du juge des enfants, donc sinon il n'y a pas de possibilité, ça va mettre les enfants en difficulté. La maman, il y a beaucoup de choses sur lesquelles elle est contre, mais elle fait avec l'ordonnance. Monsieur, il attaque beaucoup trop les services et les enfants ne peuvent pas recevoir ce genre d'informations. Je vous remercie. Alors, là-dessus. Oui, donc rapidement, parce que l'on va voir beaucoup de choses à discuter. Effectivement, c'est un dossier, un gros historique. Mais voilà, l'œil extérieur aussi m'a fait voir certaines choses. Et effectivement, madame, donc, en 2018, la situation allait en s'améliorant. Et là, il y a eu, depuis ces 2 ans, quand même, un gros changement, parce qu'on parlait quand même d'enfants qui avaient un affectif fort avec madame, d'enfants qui étaient contents de la voir. Alors, bien évidemment, c'était pas le même âge. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qui a été suivi, puis maintenant ça va être là, il n'était plus suivi. Donc, voilà. Mais il y avait surtout une défiance, en fait, qui avait été notée des enfants par rapport à madame, qu'elle ne voyait quand même, il faut bien souligner, que 2 heures par mois. Donc, c'est 12 heures tous les 15 jours. Donc, ce qui n'est pas non plus, quand on dit ça perturbe complètement les enfants et bon, il faut quand même relativiser aussi. Ils sont placés de façon générale et ils ne voyaient que quand même très très peu la maman, ce qui ne laissait pas non plus le temps à madame de créer complètement le lien, d'être complètement normal avec ses enfants, parce que c'est tellement concentré sur tellement peu de temps et les enfants grandissant tellement vite que c'est quand même quelque chose de très difficile. Et effectivement, elle était en demande d'aide, de savoir plus comment réagir et par rapport à cette défiance, comment en fait gérer, parce que les enfants la testaient régulièrement. Et en grandissant, ça ne va aller que dans ce sens-là. Donc effectivement, les liens n'étant pas complètement sereins entre madame qui ne sait pas comment réagir, les services, c'est compliqué. Donc si effectivement ça peut être mis en place une aide pour madame, peut-être pour mieux s'adapter pendant ces visites médiatisées et savoir quelle attitude avoir, parce que madame elle a l'attitude d'une maman, c'est-à-dire quand on parle d'études et que ça dit elle veut mieux pour les enfants, effectivement elle veut que, parce qu'elle galère pour à l'heure actuelle trouver du travail, donc elle se dit oui, il faut aller de l'avant, il faut faire des études, donc oui, peut-être que quand le petit vient avec une idée qui veut être électricien, c'était notamment voilà, on avait discuté avec madame, madame lui a dit non, moi je vois plus des études poussées. Bon, mais je pense pas qu'on puisse reprocher ça à une mère d'avoir. Alors après, c'est peut-être maladroit, le ressenti par rapport aux enfants est peut-être trop violent, il y a peut-être des façons d'adapter, surtout quand ils deviendront adolescents. En même temps, ça n'est pas un reproche que l'on peut faire à madame de se comporter comme une maman et de dire tu peux aller plus loin, tu peux faire plus.
on ne peut pas dire non plus qu'elle impose sa vision aux enfants, c'est ce qui est reproché aussi dans le rapport. Madame, elle a effectivement peut-être parfois des discussions religieuses, mais c'est lié à ses origines. Elle veut que les enfants soient au courant de leurs origines aussi, donc elle a des discussions. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui apparemment mettent mal à l'aise quand elle a les enfants, mais elle essaie de leur transmettre des choses, d'agir en tant que maman, et elle se sent malheureusement pas comprise. Elle pense qu'elle est effectivement, elle n'adopte pas un bon comportement parce qu'on lui dit non, ça doit pas être comme ça, ou là en fait finalement les enfants s'énervent, vous les stressez, vous les oppressez, donc c'est vrai qu'elle ne sait plus comment agir vis-à-vis de ses enfants, et elle se sent maman, et du coup elle est très attristée par ce qui se passe, et la suspension effectivement de ses droits, ça a été une grande violence pour elle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement le rapport note que le comportement de madame s'est dégradé sans que les professionnels comprennent pourquoi, mais c'est vraiment dû au malaise, c'est vraiment dû au changement qu'il y a eu, parce qu'avant ça s'est passé vraiment bien. Elle a été mise vraiment dans une situation oppressante, et du coup à ne même plus savoir comment effectivement tenir ses enfants dans les bras ou quoi faire de ses mains. Je pense que là effectivement on est arrivé à une rupture de confiance avec les services, et donc à cette suspension des droits. Il faut bien noter que madame a fait appel de cette ordonnance de suspension. Elle n'est pas restée comme ça à attendre. Mais la procédure d'appel est en longue, on est passé en audience du coup avant. Encore une fois, les enfants, ils ne disent pas qu'ils ne veulent plus voir leur mère, c'est toujours pareil. Ils ont été informés par le service que le droit était suspendu, et ils ont accepté. Mais pour autant, jamais l'enfant ne dit je ne veux plus voir maman, ou je suspends les visites, ça va aller. Les seuls éléments qui sont apportés, c'est effectivement l'apaisement, l'excitation. Est-ce que de plus voir la maman, justement, n'apaiserait pas l'excitation à partir du moment où c'est effectivement contenu, où madame se fait suivre, parce que c'est quand même très réduit, et ça reste que 2 heures très réduit. Donc en fait, les difficultés qu'on a soulevées de madame quant à sa fragilité et son besoin d'être guidée dans sa posture parentale, ils sont réels. Madame a toujours montré son attachement pour ses enfants, elle a toujours été présente depuis le placement, depuis 2018. Il n'y a aucune chose à lui reprocher par rapport à ça. Elle n'a pas de trouble psychiatrique, alors elle est d'accord pour faire encore une fois, c'est plus du malaise, c'est plus une façon de voir ses enfants qui grandissent sans elle, et de voir que finalement les familles d'accueil ont presque plus d'affectif avec les enfants. Enfin, c'est très violent pour une maman de voir comment ça se développe. Elle est consciente de sa fragilité, c'est vrai qu'elle ne comprend pas trop l'attitude du service à son égard. Il faut prendre en compte sa personnalité, effectivement, et sa fragilité, et que les enfants ne peuvent pas être protégés de tout, c'est leur mère, et voilà. Alors oui, elle peut se faire suivre, mais ça restera leur mère, et elle pourra se comporter. Je pense que ça fait partie de sa personnalité aussi. Ce qu'elle demande, madame, ce que sollicite madame Chouini, elle souhaiterait, donc elle ne s'oppose pas bien sûr au renouvellement, elle accepte le renouvellement du accord pour une durée d'un an, compte tenu des difficultés à l'heure actuelle rencontrées aussi de l'âge des enfants. Elle redemande un droit de visite tous les 15 jours, à voir effectivement comment l'aménager, c'est-à-dire que idéalement madame Mochfeli souhaiterait que les enfants viennent sur Paris dans la région parisienne, et encore mieux à son domicile, avec d'autres professionnels effectivement que ceux de l'œil. Elle souhaiterait également pouvoir avoir un droit de visite pour des anniversaires et des fêtes. Droit de visite médiatisé pour évoluer progressivement, sans la présence d'un tiers, puis ensuite un droit de visite et d'hébergement avec les vacances. Voilà, et surtout pas de pas maintenir cette suspension plus longtemps en attendant d'avoir un rapport d'expertise ou quoi, parce que là on va encore couper le lien avec les enfants, ça va prendre un temps infini, et je pense que c'est mieux que personne. Alors donc moi ma décision
est la suivante. Je vais renouveler le placement des garçons pour 2 ans, parce que je pense que j'ai pas de perspective d'amélioration à court terme. Rien n'empêche, si des choses bougent avant les 2 ans, que je réorganise une audience si jamais. Mais là, pour l'instant, on reste sur 2 ans pour que les garçons puissent projeter tranquillement. Vous concernant, par rapport à vos droits à chacun, pour l'instant, je maintiens ma suspension de droit. C'est-à-dire que il n'y aura pas de rencontre tant que tous les deux vous ne justifierez pas d'un suivi psychologique, psychiatrique et ou psychiatrique très régulier, d'accord? Donc il faudra en justifier. Les séances devront donner lieu à un justificatif à donner à l'aide sociale à l'enfance. Et la deuxième condition, c'est la collaboration avec les services, d'accord? Sans ça, il n'y aura pas de reprise des rencontres avec les garçons. Si jamais les choses s'apaisent, que vous vous faites soigner l'un et l'autre, que vous pouvez travailler de manière apaisée avec les 2 services, j'envisagerai des visites médiatisées, éventuellement à visite thérapeutique, quand il semble effectivement adapté, selon un rythme que j'envisagerai à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est à vous de faire les efforts avant qu'on réorganise les rencontres. D'accord? Et cet effort, c'est un effort au niveau des soins d'abord et de collaboration avec le service. En collaboration, nous, moi je suis toujours demandeur, sans ça je ne mettrai pas, j'écrirai pas 6000 pages de courrier, voilà. La collaboration, ça veut dire plus de diffusion sur Internet, plus d'accusations. Oui, mais ça, c'est... Non, je vous le dis franchement, monsieur, si vous continuez comme ça, je considérerais que la collaboration, elle n'est pas remplie. Écoutez, si je n'en parle pas, ça n'existerait pas, ces genres de choses. Monsieur, si vous êtes dans cet état d'esprit, de toute façon, les enfants, ils vont le sentir. Donc, c'est pas possible parce que c'est les services qui s'occupent d'eux, d'accord? Et auprès desquels ils sont heureux, là. Ils sont plutôt bien pris en charge, les garçons. Même si, évidemment, au niveau familial, ça pourrait être plus agréable pour eux, d'accord? Donc, il faut arrêter toute cette guerre, monsieur, sinon... Bon, alors, si aujourd'hui, je coupe tous mes réseaux sociaux, est-ce que je peux voir mes enfants? Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Je vous demande. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Rappelez-moi ma décision sur les conditions que j'ai posées. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille chez un psychologue? Dites quoi? Qu'est-ce que je lui dis? C'est ma condition, monsieur. Non, mais qu'est-ce que je dis hein? Par exemple, vous dites que vous me faites un courrier comme quoi... Le courrier, ce sera indiqué dans ma décision. Vous souffrez beaucoup du placement des enfants. Vous pouvez partir sur ça avec le psychologue, en parler de votre souffrance, déjà. Oui, mais enfin, écoutez, le fait que je souffre du placement de mes enfants, la réponse, c'est de ne pas les séparer, de pas mettre... C'est assez simple, d'accord? Et puis non, vous n'êtes pas en état pour que les enfants reviennent chez vous.